parle beaucoup de sensibilité de l'animal. L'animal est un être sensible. Formulé comme ça n'a pas beaucoup de sens. La sensibilité, ça peut être toutes sortes de choses. Une plante, par exemple, est sensible à la lumière. Une pellicule photo, c'est un être sensible, à la lumière aussi. Donc quand on parle de l'animalité, il faut tout de suite dire qu'on parle d'une sensibilité à quelque chose qui a rapport à la douleur. On peut dire une sensibilité nerveuse. Et alors quand on analyse le règne animal, dans le règne animal, tout se fait par paliers. Les animaux ne sont pas tous identiques les uns aux autres. Et en ce qui concerne les processus liés à la douleur, les processus nerveux, il y a une sorte de gradation. Il y a certains animaux qui n'ont pas de sensibilité nerveuse du tout. Les éponges, par exemple. Il n'y a pas de nerfs. L'écrasante majorité des animaux a une sensibilité qu'on appelle la nociception, qui est une sensibilité qui fait que, par réflexe, en général par réflexe, les sujets vont s'éloigner de menaces de leur corps, de sensations physiques qui pourraient menacer leur corps. Trop de chaleur, trop de froid, trop de pression, etc. C'est ce qu'on appelle la nociception. Et alors ça se traduit soit chez l'animal, soit par la fuite du sujet, soit par le retrait d'un des membres de l'endroit qui est trop chaud, par exemple. Donc cette nociception, là, on va la trouver chez la grande majorité des animaux. On parlera de douleur lorsqu'à cette nociception va s'ajouter des sensations émotionnelles, lorsqu'il y aura des émotions. Et dans l'état actuel des connaissances, on peut considérer qu'il y a au moins 2 groupes animaux qui manifestent des émotions et donc de la douleur. Ce sont les vertébrés, le grand groupe des vertébrés auquel l'homme appartient, et puis les fameux mollusques céphalopodes comme la pieuvre ou la seiche. Enfin, dernier degré, si j'ose dire, ce qu'on peut appeler la souffrance. La souffrance fait appel à une cognition, c'est-à-dire à un aspect cérébral, un aspect cérébralisé de la douleur. On la trouve aussi chez certains animaux, et en général c'est à peu près les mêmes. Elle est incontestable chez les vertébrés et chez les mollusques céphalopodes. Ça comprend bien sûr la cognition de la douleur, qui devient connue, consciente, mais ça comprend aussi la douleur psychique. Il y a toute une série de travaux qui montrent que chez les animaux les plus céphalisés, mettons les vertébrés encore une fois, il y a des quantités de cas de souffrance de type psychique. Ça a été beaucoup étudié chez les mammifères et les oiseaux. Et on montre qu'il y a des maladies mentales. Par exemple, l'anxiété, qui a un rôle darwinien, on la trouve chez tous les animaux, chez tous les vertébrés, et en tout cas très clairement chez les mammifères et les oiseaux. Et les mêmes médicaments qui guérissent l'anxiété chez l'homme vont avoir des effets contre l'anxiété chez les souris, chez les lapins, etc., etc. Il y a des douleurs psychiques qui peuvent même aboutir à des maladies mentales. On a beaucoup décrit dans certains livres que certains animaux de jardin zoologique étaient pathologiquement handicapés. Ils font des stéréotypes, ils ont des comportements d'automutilation, etc., etc. Donc il y a toute une série de maladies psychiques chez les animaux, encore une fois, les plus céphalisés. Ce qui veut dire que les animaux ne sont pas tous du tout logés à la même enseigne. Ils ont presque tous de la nociception, et quelques groupes ont de la douleur et de la souffrance. Ça implique probablement que dans l'élaboration de la façon de les traiter, on ne pourra pas traiter tous les animaux de la même manière. La quasi-totalité des animaux ont des mécanismes de nociception, et on ne peut pas vraiment dire qu'ils aient des mécanismes de douleur ou de souffrance, ou en tout cas, c'est pas connu. Je vous donne par exemple le cas des insectes ou des vers de terre. Il est clair qu'il y a de la nociception. Si vous mettez un ver de terre dans une source de chaleur, il va fuir. Il est assez peu probable, vu ce qu'on connaît du système nerveux du ver de terre, qu'il ait les structures cérébrales lui permettant d'avoir ou des émotions, ou une cognition, une capacité à connaître sa souffrance. Donc là, on a de la nociception pure. C'est le cas de la majorité des invertébrés, avec des cas qui peuvent se discuter, comme les crustacés décapodes. Mais l'essentiel des invertébrés, on peut dire, ont de la nociception sans avoir nécessairement de la douleur et de la souffrance. Et d'ailleurs, dans les gens qui défendent les droits des animaux, majoritairement, ils vont s'intéresser aux animaux fortement céphalisés. C'est rare qu'ils impliquent le ver de terre. On pourrait se poser la question aussi de savoir si les plantes souffrent. Il y a des gens qui ont défendu cette thèse. Les plantes, les arbres par exemple, ont des interactions très complexes les uns avec les autres. Il y a une guerre chimique dans le sol entre les plantes qui se combattent, qui cèdent, etc., etc. Donc la sensibilité n'est pas spécifique aux animaux. Ce qui est spécifique aux animaux, c'est la sensibilité nerveuse. D'une façon générale, le respect de la vie doit considérer aussi pour les plantes. Albert Schweitzer, par exemple, avait des positions très prophétiques à l'époque, puisqu'il demandait à ce qu'on ne détruise pas des plantes pour de façon inutile. Il avait fait une phrase célèbre qui disait que le cultivateur qui a fauché des plantes pour nourrir ses vaches n'a pas à arracher machinalement sur son chemin des plantes pour s'amuser quand il rentre chez lui le soir.
Donc il y a une question de respect de la vie en général, qui est beaucoup plus générale que le respect de l'animal. Néanmoins, tel que j'ai défini la souffrance, comme un phénomène nerveux et cognitif, on ne peut pas parler de souffrance des plantes. On peut en parler sous un plan métaphorique. Mon géranium a souffert de la chaleur, oui, mais ce n'est pas une souffrance au sens de cognition. En d'autres termes, tel que j'ai défini, le géranium, il n'a pas la conscience d'avoir souffert de la chaleur. Donc je crois que dans l'état actuel des connaissances, il faut quand même clairement séparer les animaux d'un côté, enfin les animaux avec une base nerveuse, avec une structure nerveuse, et puis le reste des êtres vivants.